Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les podcasts de Boxe Attitude. Aujourd'hui, j'ai un invité. Alors vraiment, ce concept-là, j'espère qu'il va s'étendre. Vous vous souvenez, souvent, je faisais venir des intervenants et on parlait boxe. Voilà, on parlait boxe. Les intervenants avec carte blanche. Et là, ce que j'aimerais faire, on va mettre le niveau un peu au-dessus. Ça va être des intervenants, mais des intervenants qui ont une histoire et un projet un peu atypique, un peu particulier, bien sûr, toujours relié à la boxe anglaise. Pour l'instant, voilà, je m'appelle Boxe Attitude. J'ai pas encore changé en, en autre chose, même si la boxe se meurt en France. Mais bon, ça c'est un autre débat. C'est pas le sujet du jour. Et du coup, aujourd'hui, je suis avec Rox. C'est son nom d'artiste et il va nous expliquer un peu son Salut, parcours. Rox, en quelques mots, je te laisse te présenter. vas-y. Donc, salut à tous. Merci JC pour l'invitation. Moi, je m'appelle Rox et il y a 12 ans, je suis parti au Togo vraiment par hasard pour rejoindre des amis à moi qui avaient un petit projet de terrassement d'une école, si je me souviens bien. Et finalement, je suis parti tout seul. Comme je suis passionné de boxe, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour ne pas m'ennuyer au Togo et profiter de mon voyage à fond. Je me suis dit allez, vas-y, je vais aller boxer au Togo parce qu'au fond, personne connaît rien de ce qui se passe en boxe là-bas. Et que je suis aussi bien intéressé par le sport en lui-même que son histoire. Et ça a commencé comme ça. Je suis parti dans l'avion et arrivé là-bas, j'ai appris qu'il y avait un champion du monde panafricain de boxe anglaise. Je l'ai retrouvé, on est devenus amis et ensemble, on a commencé à vouloir rénover un peu une salle de boxe qui était en désuétude. Et finalement, le projet m'a conduit à ouvrir une école de boxe avec les meilleurs boxeurs et les meilleurs entraîneurs togolais. Et aujourd'hui, Blackstone Boxing Club, on est devenu le premier pôle espoir du Togo et on développe une partie de l'équipe nationale junior togolaise. C'est un projet qui mêle art et boxe parce qu'il y a des workshops de photographie en plus de l'école de boxe et ça nous permet d'avoir un impact aussi sur la scolarité de certains de nos élèves, la moitié à peu près, avec le financement de l'école pour des élèves de la maternelle jusqu'à l'université. Voilà. Je t'ai fait un résumé un peu global du projet et je suis prêt à rentrer dans le détail. Ok, Rox. Alors écoute, il y a un truc qui m'interpelle déjà dans ta présentation, c'est qu'à la base, quand tu vas au Togo, ça n'a pas de Mmh. lien avec la boxe anglaise. Non, c'est ça. Ça, c'est les étoiles qui avaient prévu un truc. Et, euh, et donc, ouais, en fait, si je te raconte l'histoire un peu dans le détail, je travaille avec un groupe de gens que j'aime bien dans le secteur associatif. Et dans ce groupe de potes, j'ai une petite amie avec qui je sors depuis 2 mois à peu près. Donc, c'est l'âge de l'histoire, les papillons, tout ça. Et ce groupe-là, ils partent au Togo pour un projet de soutien à une école. Et je me dis, vas-y, j'ai du temps, j'ai une petite copine, j'ai un peu d'argent, je prends un billet d'avion. Et 5 jours avant de partir au Togo, on s'appelle avec la fille et on se sépare au téléphone. Et je me dis, ok, bon, ben, je vais pas aller voir ce groupe d'amis là, je vais rester un peu, je vais faire un peu mon truc par moi-même. Donc je pars, j'ai mon billet, je pars tout seul. Et moi, j'étais un gars à l'époque, je vivais vraiment à Paris. Donc j'étais un gars de la capitale et je me dis, je vais aller découvrir Lomé, la capitale du Togo, quoi. Et donc, comme je t'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour pas déprimer parce qu'on ne sait jamais, un petit moment de mélancolie, ça peut arriver, tu vois, dans ces cas-là. Je vais boxer. Et je raconte ça à mon voisin dans l'avion. Et mon voisin, c'est un mec de 30 ans qui a un gamin de, je sais pas, 6, 7 ans. Et il me dit, ben, tu sais quoi, c'est amusant parce qu'il y a un boxeur champion du monde au Togo. Et je me suis dit, oh, voilà, c'est parti, je vais faire ça. Je vais retrouver ce mec-là. Et moi, j'écris, j'aime bien écrire différents trucs. Et je me dis, je vais faire une interview de ce gars-là. Et je vais revenir avec une petite partie de l'histoire de la boxe au Togo. Et finalement, au bout de 5 jours, j'arrive dans une salle, mais une salle déglinguée, quoi. Il y avait un vieux sac, un canapé avec des ressorts qui sortaient du canapé, et 3 mecs dans la salle. 2 mecs bien massifs et un boxeur plutôt fin et assez esthétique. Et en fait, les trois, c'était donc Sabou Balogou, champion d'Afrique des poids moyens, champion du monde panafricain également. Djolevi Balogou, son frère, champion d'Afrique des lourds légers. Et Moebi Saruna, champion d'Afrique des poids plumes et double champion du Ghana des poids plumes. Donc vraiment, dans une salle vide, avec un sac, il y avait énormément de talent. Et tu sentais aussi bien la puissance de certains boxeurs, que Sabou, c'était un mec très puissant, que la fluidité technique de Moebi, qui était vraiment un boxeur magnifique à avoir boxé quand je l'ai rencontré, en 2010. Et ça, c'est le point de départ, quoi.
Alors, je vais rester encore un petit peu sur toi avant de développer sur cet aspect boxe en Afrique. Je vais Mhm. aussi en profiter pour lire quelques messages des membres qui écoutent l'enregistrement en live. Voilà, je vous rappelle que les enregistrements sont en général, quand je peux le faire, avec les membres de la chaîne Box Attitude, avant de rediffuser la vidéo en différé sur les podcasts de Box Attitude. Et donc, je prends un peu les remarques ou les questions qu'ils ont. Et là, on a Malik qui nous dit, donc c'est bien ça, en parlant de ton projet, il y a beaucoup de talent en Afrique, mais peu de visibilité malheureusement. Et j'en Mhm. profite pour dire, j'ai souvent des boxeurs africains qui me contactent, notamment sur Instagram, parce que maintenant, voilà, on est tous connectés, donc on peut se parler, ce qui est assez génial. Et on me demande souvent des contacts en France. Et le problème, c'est que moi, j'ai beau avoir un média qui est considéré par beaucoup comme le numéro 1 en France, j'ai pas de contact dans le monde de la boxe. Et donc, ça fait un moment que ça me frustre cette chose-là, et j'ai peut-être trouvé une idée. Donc, ça sortira sur Instagram pour essayer de mettre un peu de visibilité, comme tu dis, Malik, sur ces jeunes talents. Alors, je me limiterai pas à l'Afrique. Hein. C'est parce qu'il y a pas mal de pays francophones où on parle français en Afrique. Mais si jamais on veut me contacter de n'importe où dans le monde, je serais disposé. Mais voilà, donc en fait, ça m'a juste permis de rebondir. Je voudrais revenir sur toi, Vas-y. Rox, pour qu'on s'imagine un peu. Tu vois, je vais te demander, c'était Ouais. quoi un peu ton niveau et ton histoire dans la boxe avant d'arriver justement dans cette salle, là, ce que tu nous as décrit. C'est Mhm. comment tu te situais toi? Et encore une fois, souvent quand on pose ces questions, les gens peuvent se sentir jugés. Tu vois, ouais, c'est quoi ton niveau? Est-ce que tu as fait ci, ça? Non, c'est juste pour qu'on ait une image, soit qu'on se dise, OK, il est parti de ça, il était comme ça, et après il a développé ça. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, j'étais un gars, à ce moment-là, j'étais passionné de boxe. Ça veut dire, je suis un peu comme tout le monde, j'allais dire, de ma génération. Je me souviens de quand j'étais petit, la première fois où on a allumé une télé, il y avait Mike Tyson à la télé, quoi. Et je me souviens que ça, c'est un truc qui est resté en moi toujours. Après, je me suis intéressé à l'histoire de Roy Jones, l'histoire d'Aaron Pryor, l'histoire de toutes les histoires de boxe parce que c'est toujours des histoires assez magnifiques. Et moi, j'ai touché à plusieurs sports, c'est-à-dire j'étais pas vraiment impliqué techniquement dans la boxe. Moi, j'ai fait du basket, du foot, je suis né avec des chevaux. Vraiment, j'ai touché à plein de sports, mais j'avais toujours cette passion pour la boxe. Et quand j'arrive au Togo, en gros, techniquement, je suis nul, on peut dire, en tant que boxeur, mais j'ai une compréhension du mouvement. J'ai une compréhension du principe de la boxe et je sais que j'ai commencé mon apprentissage à ce moment-là. Et en gros, j'avais fait un peu de boxe française. J'avais fait un peu de boxe thaï chez André Zetoun. J'avais touché un peu à la boxe, mais sans vraiment m'être impliqué à fond dedans. Et au moment où j'arrive au Togo, j'ai toujours rêvé de faire de la boxe anglaise, ce que j'avais jamais eu l'occasion de faire en France. Et ça commence comme ça. Et ça va prendre, on va dire, 7 ans, de 2010 à 2017, pour que vraiment j'apprenne le sport, je comprenne vraiment le principe des déplacements, le corps, la façon dont chaque chose réagit. Et à partir de 2017, ouais, j'étais sportivement, techniquement au point pour non pas commencer une carrière de boxeur, parce que moi, aujourd'hui, là, j'ai 40 ans, je vais avoir 41 ans la semaine prochaine. Donc, je dirais que j'ai vraiment commencé la boxe, j'avais 33 ans à peu près. Et autant, on est tous pareils, on a tous envie d'aller combattre, mais j'ai quand même compris certaines choses et j'ai compris qu'il faut jamais chasser euh, le sportif ou le job que tu n'es pas. Tu vois, si tu dois être entraîneur, sois entraîneur. Si tu dois être boxeur, concentre-toi dessus. Si tu dois être promoteur, essaie d'apprendre un maximum du sport, mais comprends ce que tu as à faire dedans. Et moi, j'avais à bâtir cette école de boxe et devenir entraîneur. Et aujourd'hui, par chance, grâce à ce projet, je suis en train de devenir entraîneur de boxe et j'ai eu la chance de participer à des trucs assez magiques depuis 2010. Ouais. Rox, est-ce que c'est déjà une fibre que tu avais de transmettre, tu sais, le côté pédagogue? Est-ce que c'est déjà une fibre que tu avais avant tes 33 ans? Non, c'est un truc. J'avais une très grosse envie de partager mon énergie. Tu vois, j'étais souvent, quand on parle des idéalistes ou des rêveurs un peu, j'étais dans cette catégorie-là. Mais c'est en Afrique que j'ai appris vraiment la beauté de la transmission. Ça veut dire, il y a un truc sur lequel on reviendra sûrement, c'est l'éducation africaine. Si je fais un court passage sur moi perso, j'étais pas trop un gars de la famille quand j'étais jeune. Je voyais pas trop ce que ça allait venir faire dans ma vie. Et Ouais. grâce au fait d'avoir observé l'éducation africaine, la façon dont les parents
s'impliquent pour leurs enfants, la façon dont on cherche vraiment à éduquer son enfant pour lui transmettre le meilleur. Je dis pas que tout est rose, hein, mais c'est vraiment un sentiment que je trouve très très beau. Ça m'a ouvert l'esprit et je pense que ça m'a permis de devenir un meilleur pédagogue, ouais. De moins vouloir mettre mon énergie sur mon élève et de plus vouloir faire grandir la sienne. Ouais, tu t'es retrouvé dans la culture et dans l'éducation. Ouais, c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Et c'est un truc dont on parle pas, c'est un truc dont personne ne parle, par exemple, tu vois. Vraiment la beauté de l'éducation africaine. Et puis maintenant, tu la transmets à travers le sport et ton projet. Ça fait combien de temps que tu as mis les pieds au Togo et que tu as commencé à développer tout ça? Donc 2010, ça fait 12 ans. D'accord. Alors on va revenir maintenant à cette expérience-là quand tu arrives dans la salle. Donc tu as envie déjà de boxer là-bas. Tu as envie de mettre un peu les gants. Ta première envie, c'est quoi? C'est juste d'aller t'entraîner dans une salle ou c'est déjà un petit peu plus gros que ça? Tout est né en même temps, en fait. C'est comme l'instinct. Tu vois, tu sens quelque chose et tu suis un instinct. Et je suis arrivé, je me suis dit, je vais trouver ce gars-là. J'ai trouvé ce gars-là, on est devenu proches. Je suis resté que 3 semaines la première fois. Mais pendant 2 semaines, on a passé 2 semaines complètes ensemble. Il m'a emmené vraiment chez lui. J'ai vu la réalité de ce que c'était le Togo à l'intérieur d'une famille. J'ai vu ce que c'est de s'entraîner aussi quand il fait 35 à 45 degrés sous de la tôle et que c'est super humide. Tout. J'ai vraiment testé la réalité de Lomé. Et l'instinct est venu de se dire, on va réussir à rénover cette salle. Et après, le destin a fait que c'est devenu encore plus autonome et plus indépendant, quoi. Ok, alors maintenant on va parler un petit peu de l'Afrique. Je vais dire un petit mot un peu sur le continent africain. Parce que je vais parler de la boxe. Moi qui, voilà, depuis quelques années, analyse un petit peu la boxe quand même. Quels sont les pays, les boxeurs qui m'ont marqué? Est-ce qu'il y a de la boxe en Afrique? C'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui et on va essayer de répondre. Alors, ce qui est intéressant avec l'Afrique, chaque continent dans le monde, hein, ils ont un peu des sports de prédilection et notamment des sports de combat. Et après, chaque pays a des spécificités. Donc, on sait que sur le continent africain, un sport qui ressort, il faut se tourner vers le Sénégal avec la lutte sénégalaise. On sait que c'est un sport de combat hyper médiatisé, il y a toute une institution là-bas, il y a du public, c'est incroyable. Après, donc de ces dernières années, on va rester sur ces dernières années, il y a quand même il y a 2 pays qui sortent un peu du lot pour la boxe anglaise. Maintenant, on va se recentrer sur la boxe anglaise. Ça va être le Ghana, qui a pas mal de champions. Et le Ghana, il est frontalier du Togo. Encore récemment, on a eu des boxeurs ghanéens qui étaient champions du monde. Et là, on parle de la ceinture. Hein, attention, ça rigole pas. Donc, la ceinture champion du monde, des boxeurs ghanéens. Et aussi, on sait qu'en termes... il y a pas mal de boxeurs africains qui s'entraînent et vivent en Afrique du Sud. Par exemple, pas mal de boxeurs du Congo qui s'entraînent en Afrique du Sud. Alors, je pense que c'est du fait que peut-être là-bas, il y a un peu plus d'infrastructures, un peu plus de possibilités de combattre. Et c'est possible que ce soit pour ça qu'ils sont plutôt dans ce pays-là pour s'entraîner. Parce que j'avais fait un moment une recherche sur tous les champions dans les top 10. Et à chaque fois que je tombais sur un Africain, que j'allais me renseigner sur lui, en général, donc ceux qui étaient dans le top 10 mondial, hein, donc on parle du très haut niveau, c'était des résidents d'Afrique du Sud. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire. Et bien sûr, comme j'ai parlé de la lutte sénégalaise, on sait qu'aujourd'hui, forcément, le Cameroun brille parce qu'il y a Ngannou qui est en train de faire briller son pays à travers le monde. Et là, on se tourne vers le MMA. Donc c'est encore une autre discipline. Mais voilà un petit peu le mot que je peux dire sur ça si on prend du recul. Est-ce que toi, du coup, tu as un avis sur ces boxeurs-là? Tu connaissais déjà un petit peu des boxeurs africains? Ouais. Moi, je partage exactement ton point de vue. Pour moi, le numéro 1 en Afrique des pays, c'est le Ghana. En 2, tu as l'Afrique du Sud, effectivement, pour les infrastructures. Et après, tu as Nigeria, Cameroun, qui font régulièrement des boxeurs qui arrivent jusqu'à des demi-finales mondiales, jusqu'à même voir des chances de titre. Et il y a le Maroc, qui arrive aussi à produire des boxeurs. Il me semble qu'il y a un boxeur marocain qui a été... Le pied-point, les Marocains. Exactement, aussi dans le pied-point. Et en boxe olympique, je crois qu'en 2014, en 2012, je ne sais plus quand. En tout cas, c'était le seul pays africain qui a réussi à ramener une médaille en boxe anglaise, c'était le Maroc. Et nous, on a croisé le DT du Maroc et c'était cool. Les Algériens aussi ont une grosse, en amateur, ils ont une grosse école.
Mhm. Après, je crois que c'est aussi très lié au service militaire. Je ne vais pas dire de bêtises, il faudrait que j'invite parce qu'on a beaucoup de Français d'origine algérienne qui ont pratiqué la boxe en amateur en Algérie et il faudrait que j'en invite pour qu'ils nous expliquent exactement comment ça se passe. Mais si je me trompe pas, ça se passe beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de boxe amateur en Algérie. T'as tout dit. Maroc, Algérie, on est quasiment cité, je pense, tous les pays qui produisent des boxeurs de façon très régulière. Ouais. Mm, Et effectivement, le Togo et le Ghana, c'est collé. Ça a une histoire commune parce que pendant une époque, c'était un peu le même pays et après, ça a une histoire sportive commune. Et nous, notre club, il est à 50 mètres de la frontière ghanéenne. Donc, on est vraiment pile à la jonction des deux pays. Et comme je te disais, Moibi Saruna, qui finalement, donc je vais faire une petite avance rapide. 2010, je viens à Paris après le premier séjour. Je fais partie j'intègre un collectif d'art qui s'appelle 75e Session, qui fait surtout de la musique et du rap. Et j'ai le soutien des artistes de mon collectif. Et on commence à monter une série d'expos en se disant, parce que j'avais ramené quelques photos de Lomé, et en se disant, on va vendre les photos et on va essayer de récolter de l'argent comme ça pour racheter du matériel. Finalement, ça marche assez bien. En un an, on récolte 6 000 euros et on ramène 3 000 euros de matériel, plus 3 000 euros pour les premiers travaux. Et à partir de 2013, on commence vraiment à finalement décider de construire une école de boxe. Sabou Balogou, je fais un cours aussi. Sabou et Jolevi partent aux États-Unis parce qu'eux, ils ont fini leur carrière, ils arrivent à trouver du travail aux États-Unis. Donc, ils vont là-bas. Et moi, avec Moibi Saruna, donc le troisième boxeur que j'avais rencontré, on monte Blackstone Boxing Club et Moibi choisit le nom lui-même en disant voilà, le club il va s'appeler comme ça. Et on commence d'accord. dans le nord on commence dans le nord de la ville de Lomé, un peu l'équivalent de Saint-Denis, on va dire, à Paris. Et on commence par monter une petite salle de 70 mètres carrés. On a 30 élèves, 35 élèves. Pendant 4 ans, on travaille comme ça. Et, euh, et c'est un moment, en fait, c'est un moment dans l'histoire de la boxe togolaise où on passe de la fin des Balogou, parce que les Balogou, c'était vraiment une grosse famille de boxe, Balogun Palongo, et on arrive dans l'ère des Saruna. Parce que donc moi, mon coach s'appelle Moibi Saruna. Le second coach, c'est son frère, c'est Mamoudou Saruna. Et c'est une très grosse famille de boxe parce que moi, j'ai rencontré le grand-père. Le grand-père, il avait parmi ses enfants 7 boxeurs pro. Et dans les 7, il y en a 5 qui sont devenus champions d'Afrique. Et aujourd'hui, nous, on a les petits-enfants de Joe Armstrong Saruna, le nom de l'ancien. Et on a les petits-enfants dans la salle et c'est des génies, quoi. Dès qu'ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils connaissent tout de la boxe déjà. Alors, avant de développer sur ça, toi, au Togo, tu étais venu à la base pas pour y rester. Non, j'étais venu pour Et faire 2 alors, comment semaines. ça s'est fait comment ce projet, comment tu as eu envie de, justement de le développer sur du long terme ou du moyen terme? Je sais pas comment ça a évolué dans ta tête. Eh ben, moi, j'aime bien dire, je suis arrivé au Togo avec le cœur grand ouvert, tu vois. Parce que à la base, j'étais venu pour rejoindre potentiellement un amour et une fille et des amis à moi. Et au lieu de Mhm. passer juste des vacances de touriste avec des connaissances, ben, je suis arrivé toujours avec cette envie d'amour et boum, elle s'est retrouvée avec des boxeurs. Et ensemble, ça a matché. Et donc, c'est venu à chaque fois par étapes. Ok, on rénove une salle. Ok, finalement, on construit une école. Ok, l'école, on va la mettre numéro un. Ok, maintenant, on a un team espoir. Papa, tu vois. Chaque fois, ça s'est construit étape par étape. Tu dis des cas, un par un. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Ouais, non, non, c'est très bien, très bien. Aujourd'hui, comment elle est considérée, la salle dans laquelle... Déjà, c'est une salle ou vous avez fait un truc où il y a plusieurs salles dans le pays? Donc, nous, on est parti sur le principe d'entraînement au début en extérieur. Donc, le dimanche et le mercredi sur des écoles publiques. Genre, on ramenait le matériel, D'accord. on posait les matériels. Les enfants de la famille Saruna et les boxeurs, les oncles, les boxeurs pros, les boxeurs amateurs. Ça veut dire, je vais citer Fatou Saruna, Nicolas Saruna, Malik, Richard Bafunta, Mamoudou. Tout le monde est venu, Ken, tout le monde est venu apporter sa pierre à l'édifice. Et petit à petit, les enfants, il suffisait qu'ils lèvent la main en disant tiens, j'avais envie d'essayer de la boxe, tu lèves la main, tu viens, tu t'inscris. Après, on a eu donc la petite salle junior où les élèves ils pouvaient se réunir le mercredi, le samedi, ils savaient qu'il y avait entraînement. Et en 2017, on s'est dit ok, il faut faire évoluer le projet parce que en gros, de 2010 à 2017, la boxe et la fédération, c'était très déstructuré. Et il n'y avait que 2-3 clubs dans Lomé. Il y avait nous, il y avait le Palongo Boxing Club, et il y avait, comme tu disais, le club de la gendarmerie.
Agena, parce que c'est des gens qui ont des petites structures et qui peuvent continuer à faire vivre le sport. En plus le boss de la boxe togolaise, il s'appelait Monsieur Bayor, et il s'appelle toujours Monsieur Bayor. Et lui aussi, il avait une salle, l'Agaza Boxing Club. Mais voilà, c'était des petites structures qui faisaient vivre le sport, mais dans un pays où il n'y avait aucune compétition nationale, où on n'était que par nous-mêmes, quoi. Et en Moi, justement, 2017, j'avais demandé au niveau de la fédération, de la boxe au Togo, des boxeurs pros. Est-ce qu'il y a des voilà. boxeurs qui vivent de la boxe? Non, alors malheureusement, il y a vraiment, pour vivre de la boxe, c'est compliqué en France, donc tu peux imaginer au Togo. Le Togo, Ouais. on est considéré comme un des 30 pays les plus en difficulté sur la planète au niveau des infrastructures, sur la liste de l'IDH, tu vois, pour donner juste une petite idée. Donc, dans un pays qui est autant en difficulté, on peut imaginer les fédérations nationales, les fédérations sportives, qu'elles sont exactement dans la même situation. Donc, elles ne pouvaient pas nous supporter vraiment. Elles essayaient de faire des connexions, tu vois, mais chacun survivait en fait pendant toute cette période-là. Et à partir de 2017, il y a eu des nouvelles élections du bureau de la fédération togolaise. Et ça a commencé doucement à créer des structures sur lesquelles les gens ont pu un peu s'appuyer pour les petits clubs qui allaient naître, je vais dire. Et maintenant, aujourd'hui, nous, on a été très heureux de voir qu'à partir de 2019, il y a en gros 4-5 clubs maintenant dans Lomé et dans le Togo qui sont actifs. Tu vois. Et ça nous a permis, cette année, de participer au premier championnat national togolais. Mais en gros, 2017, nous, on décide de déménager, on trouve une maison. Donc, tu me demandais au niveau du club comment ça se passe. Maintenant, on a une maison dans le centre de Lomé, dans un quartier qui s'appelle Avenou. On vit tous en bas, on a genre 9 chambres. Et on a construit la salle de boxe au premier étage, en terrasse comme ça. On s'est inspiré des salles de boxe thaïlandaises, tu vois, minimalistes, mais efficaces. Et, euh, et nous, on est à ce moment-là, en 2017, l'équipe nationale junior, elle n'existe pas vraiment, mais on est en gros 90% de l'équipe nationale junior, c'est nous qui la formons, qui l'entraînons, et elle vient de chez nous. D'accord. Et donc l'objectif, à partir de ce moment-là, il est clair pour nous, sportivement, j'entends, c'est on est les numéros 1 du Togo, et on va le rester. Et Donc, c'est à quand même partir de ce plus moment-là, orienté pour les jeunes, en fait. voilà. Quand votre projet grandit, Ouais. c'est plus orienté pour les jeunes, c'est ça? Nous, on est une école pour la jeunesse, exactement. Ouais. Ça veut dire on soutient la boxe amateur, les enfants, et on a majoritairement des enfants de 3 jusqu'à 25 ans. Et D'accord, d'accord. après, et après, comme on est actif et que on a des entraîneurs qui sont les meilleurs du pays, et ben forcément les meilleurs boxeurs pros viennent aussi chez nous pour s'entraîner et pour avoir la meilleure qualité d'entraînement possible. Donc ça crée, tu vois, une jolie atmosphère où les plus jeunes qui sont déjà motivés entre eux juste par l'instinct naturel, ils voient les meilleurs boxeurs. Donc ça leur donne aussi de la hauteur dans leurs aspirations. Et chacun se donne la force, tu vois. Les meilleurs boxeurs, ils sont entourés par 20 jeunes qui viennent leur taper dessus pendant les rounds et ainsi de suite. Ça roule. Comment ça a été perçu, ça, pour les jeunes? Je pense qu'ils sont plutôt. Il y a de l'engouement pour les jeunes, une école Mm-hmm. de boxe, ça doit être quand même sympa. Et les parents qui ont vu ce projet un peu grandir, qui ont amené leurs enfants, c'est quoi Ouais. les retours des parents? Eh ben, c'est assez super, hein. On a beaucoup de chance. Euh, Déjà, on ne voit pas autant les parents que dans un club en France, par exemple, parce qu'il y a toute une activité qui se fait dans la rue, tu vois, au Togo. C'est vraiment un pays où on vit dans la rue, les jeunes, ils jouent dans la rue, ils sont entre eux. Et donc, des fois, ils vont juste passer leur tête, ceux qui ont, on va dire, les adolescents, les 13, 14, 15 ans. Ils passent leur tête, ils vont, ils s'inscrivent, et après, ils rentrent chez eux, ils en parlent à leurs parents. Et dans 90% des cas, les parents autorisent les enfants à venir faire de la boxe. Et dans 10%, ça arrive, ils disent qu'ils n'ont pas envie que leur enfant soit un gangster. Et donc, pendant un moment, l'enfant, il est plus autorisé à venir faire de la boxe, jusqu'à ce que les parents, ils nous rencontrent et ils se rendent compte qu'en fait, il y a une valeur éducative et des vertus éducatives qui sont très importantes dans ce sport. Et que ça va plutôt le canaliser, le cadrer, plutôt que le rendre encore plus turbulent, quoi. Est-ce que tu as des jeunes qui ont envie de devenir professionnels, qui ont des ambitions dans ce sport? Ouais, ouais. Donc, nous, on a ce club qui est dans le centre. On est en train de monter un deuxième club qui est aussi dans le nord de la ville, où là, on aura vraiment beaucoup de monde parce que c'est une partie très peuplée. Et sur, on va dire, 100 à 150 élèves, on a un team espoir de 20 élèves. Et dans ces 20 élèves, tout le monde est très, très déterminé pour réussir à avoir sa chance dans la vie,
au travers de la boxe, grâce à la boxe. Nous, on a ciblé l'objectif d'aller aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 avec les meilleurs boxeurs de notre team. Il y a déjà eu des représentants togolais en boxe au JO? En boxe, ça fait vraiment longtemps qu'il n'y en a pas eu. Par exemple, il y avait des invitations, mais on n'a pas pu aller aux Jeux Olympiques de Tokyo. L'organisation, ça n'a pas pu se faire. Là, Paris, c'est à la maison. Donc, on veut pas louper ça. Tu vois. Si on n'aura pas besoin d'avoir, par exemple, des frais supplémentaires et tout, on aura juste besoin de venir chez nous, d'être inscrit à la compétition et de faire ce qu'il y a à faire. Quand tu dis ça à la maison, tu parles pour toi? Ouais, voilà, je parle pour moi. Moi, j'ai la chance. Moi, je viens de Paris. Je suis entre Paris et Munich, en Allemagne. Et du coup, les Jeux Olympiques de Paris, c'est chez nous, quoi. Donc, on doit y aller. Et sur les 20 élèves, j'en ai entre 6 et 8 qui, eux, sont à un niveau d'être prêts aujourd'hui pour aller en compétition. Tu vois. Il y a des élèves qui sont en développement, mais il y en a 6, 8. Là, demain matin, on va où vous voulez, on va combattre. Et alors, je t'ai posé la question par rapport à connaître un petit peu les ambitions des élèves. C'est aussi pour savoir, parce que dans un pays où, comme tu as comparé à la France, tu as dit que déjà c'est dur en France, alors imagine là-bas, c'est un peu compliqué justement de rester motivé, de dire que les jeunes ils vont rester, parce que je suppose que si arrivé à 16 ans, 17 ans, ben, ils commencent à trouver du boulot, faire rentrer de l'argent, ben, ils vont plutôt privilégier ça. Eh ben, c'est ça, sauf que tu imagines un pays où à 16-17 ans, tu vas pas trouver du boulot, tu vas pas faire rentrer d'argent, tu vois. Nous, on a des travaux vraiment très simples. Ça veut dire tu vas trouver du boulot si tu es électricien, si tu es maçon, si tu es couturier. Tu vois, mais c'est pas comme quand tu es étudiant en France et tu dis ben, je vais aller faire un petit job de serveur pendant l'été pour me faire un peu d'oseille. Non, ça tu trouveras pas. Donc, tu vas t'occuper à d'autres choses et tu vas aussi rester concentré sur toi-même. Donc, la seule chose qui est certaine, c'est que celui qui abandonne son espoir ou son rêve, il le réalisera pas. Et celui qui donne tout et qui continue à croire en lui-même, tu vois, à se donner sa propre confiance, lui, il va avoir une chance de peut-être décrocher quelque chose. C'est quoi les sports rois au Togo? Football numéro 1, boxe numéro 2. Ah oui? On voit, ouais, la boxe numéro 2. Mais la boxe dans les sports individuels, c'est le numéro 1. Il n'y a que le football en sport collectif qui dépasse. D'accord. Et comment ça se fait que la boxe est autant représentée? Parce que y a pas, quand tu as des champions, moi je dis toujours, c'est un peu, quand tu as des champions, ça donne envie aux jeunes de se mettre à un sport. Eh ben, il y a des champions au Togo qui ne sont pas connus en fait, dans le reste du monde et pas chez nous notamment. Mais tu parles de Palongo, tu parles de Balogun, tu parles de. C'est des gens dont le nom est connu par les jeunes, par la population et dans l'inconscient collectif togolais. Bah alors, comment t'expliques que, tu vois, en France, on a quand même des bons boxeurs, champions d'Europe et tout, même champions du monde. On en a toujours un qui arrive à se faire une place. Et comment t'expliques que, bah là, tu me dis qu'au Togo, bah les gars, ils connaissent, tu vois, c'est des gars, c'est les gars de la ville, tu vois, ils représentent la ville, ils représentent le pays, donc ils sont fiers d'eux. Et comment t'expliques cette différence avec la France? Déjà c'est tout petit, le Togo, c'est 5 millions d'habitants. On va dire, c'est un peu la forme de l'Alsace, tu vois, en termes de géographie. Et c'est un peu comme les boxeurs régionaux. Ça veut dire, tu me fais penser à un truc là, mais si tu as un boxeur de ta région, genre je viens de Lorraine, je viens de Bretagne, un mec de ma région, je le connais. Et même, tu vois, les jeunes de la région, ils le connaissent. Après, au niveau national, tu es en concurrence avec tellement de sports en France, tu vois, que tu peux passer au travers. Et il y a aussi un truc, c'est peut-être le respect de tes aînés, tu vois. Ton aîné qui a réussi. On dit souvent qu'en France, on est un peu. On soutient pas forcément tout le temps nos gars, tu vois. Mais si tu as un champion national, que tu es fier de lui, tu vas t'intéresser à sa carrière, à ce qui se passe, tu vas t'identifier. Tu vois. Moi, je suis un peu comme toi. Hein. Je trouve que les boxeurs français, ils sont pas assez mis en avant, ils sont pas assez représentés. Alors, dis-nous un peu maintenant là, les gars de ta salle que tu entraînes. Ton rôle exactement dans la salle, c'est quoi? Enfin, alors moi, je suis le manager. C'est un peu le terme générique. Ouais, salle. Nous, on est une salle de boxe. Je suis le manager de la salle. Ça veut dire, je coordonne tout. J'ai coordonné le fonctionnement structurel, le financement, la mise en place des entraînements, l'organisation des travailleurs entre eux. Et petit à petit, à partir de 2017, j'ai commencé à devenir entraîneur physique, tu vois, préparateur physique au sein de mon école. Et au fur et à mesure,
je me suis occupé de tous les secteurs dans lesquels j'avais des connaissances ou dans lesquels j'avais acquis des connaissances. Les gars de votre salle, y a des filles un peu qui boxent d'ailleurs? Ouais, on a eu jusqu'à 25% de filles dans nos effectifs. Des jeunes, des moins jeunes, tout. Et juste là, avec les 2 années Covid, ça a un peu modifié la donne. Les filles, elles sont un peu moins venues à l'entraînement. Peut-être qu'elles avaient plus de choses à faire aussi dans la vie quotidienne due aux restrictions et tout. Et là, on est un peu descendu, on a à peu près 10-15% de filles. Donc, au niveau sportif. Ouais. Par contre, au niveau, comme je t'ai dit, on développe des ateliers d'apprentissage de la photographie, des workshops. Et là, c'est 50-50. Et la meilleure élève de tous les workshops de photographie, c'est une fille, par exemple, dont on est très, très heureux. Amama Saruna, une fille de la famille aussi. 10-15%, c'est pas mal. Hein. Tu sais que sur ma chaîne Box Attitude, c'est beaucoup plus. Hein. Moi, il y a quoi? Il y a 4%, 5% d'audience féminine? Ah ouais, non, je savais pas. Ouais, J'y avais jamais pensé, je t'avoue. Ouais, Attends, j'avais une question du coup pour toi. Ah oui, alors après, je voulais parler un peu des compétitions. Alors, comment ouais. ça, quand le projet a commencé un petit peu à grandir, Mhm. qu'est-ce qui existait comme compétition pour les jeunes qui s'entraînaient dans votre salle? Et maintenant, qu'est-ce que c'est devenu un peu les compétitions? Donc voilà, il n'y en avait pas. Après, il a commencé à y avoir le gala de la boxe du 26 décembre, le Boxing Day. Donc tous les 26 décembre, il y avait un club qui organisait le Boxing Day. Ça a été nous pendant une période, ça a été différents clubs par la suite. Et là, on a eu la très bonne nouvelle en 2022 que la fédération, le nouveau bureau, allait monter le premier championnat national amateur. Donc ça s'est passé en octobre là. Et nous, on a dit, ben, forcément, on va y participer parce que on est compétitif et qu'on a envie d'y être. Et qu'on voulait aussi rappeler, parce que forcément, depuis 2-3 ans que les autres clubs ils sont en train de monter, tout le monde a envie de challenger notre place, tu vois, au sein de la boxe togolaise. Parce que Et vous nous, êtes un on peu connu, était vous, du très coup. heureux d'avoir. Ouais, Blackstone, si tu parles de boxe au Togo, tu vas parler de Blackstone, parce que D'accord. on est un peu connu, ouais. Et, euh, et du coup, on voulait aussi rappeler à tout le monde que c'était nous les numéros 1. Donc, on a inscrit 12 jeunes au championnat. Et on a remporté le championnat national en octobre, là, avec 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent et Sur une combien de troisième KT? place. Ça doit être 6 à 7 catégories, plus les U17. Ah, vous avez fait une super perf, hein. Ouais, c'est cool. Et en fait, on a une 5e médaille d'or parce qu'il y a un des gars qui s'entraîne chez nous aussi, mais il représente le club de son frère. Et son frère, c'est John Koudéa. Et John Koudéa, on a gagné ensemble notre premier championnat d'Afrique en 2019. John, il fait partie des 2 meilleurs boxeurs togolais. Il est middleweight, poids moyen. Et quand il a préparé, nous on était amis depuis 2 ans, et quand il a préparé son championnat, je lui ai dit, vas-y, viens, on s'allie, on allie nos forces. Toi, tu es un des meilleurs boxeurs, nous on a un club. On a fait ça, et il est parti en avril 2019 au Ghana pour gagner son titre de champion d'Afrique des poids moyens. Donc son petit frère, il est chez nous aussi, et il représente le club de son frère, mais pour l'instant, il s'entraîne chez nous. Ok, ok. Il y a quand même des galas qui se font un peu au Togo. Quelques galas, c'est un peu déstructuré. Chaque club organise son gala un peu. Des fois, c'est bien fait, des fois, c'est un peu à l'arrache, tu vois, il y a un peu de tout. Mais Il y a un ça peu du s'améliore, public. franchement. Il y a du public, ouais. Non, si tu mets des combattants au Togo quelque part sur un ring, ça va attirer, tout le monde va venir autour. Tout le monde va regarder. Ça, c'est super. Mais ouais, moi, je vais quand même, parce que je les ai pas cités, mais voilà, moi, j'ai Dominique Banorga qui est devenu champion des Walter, Roméo Nsougan qui est devenu champion des poids coqs, Olivier Vlavonou qui est devenu vice-champion des poids coqs, et les 2 jumeaux, les fils de mon entraîneur Amoudou, qui eux sont devenus champions U17 dans leur catégorie. Ah, t'as dit, il y a 2 poids coqs, ils ont concouru, ils étaient concurrents, Finale, du coup? finale 100% Blackstone, ouais. Ah ouais, c'était pas trop dur d'avoir 2 gars de la même salle? En fait, c'était particulier parce que, non, c'était pas dur, mais eux, ils s'entraînent quasiment tous les jours ensemble depuis 2017. Donc, ils se connaissent très, très bien, tu vois. Et une fois, ça va être l'un qui va être plus en forme, une fois, ça va être l'autre. C'est des boxeurs qui ont le même niveau. Et ce jour-là, c'est Roméo qui a fait une meilleure performance, qui a très bien Ok. quadrillé le round. On a mis les Ok, combats sur ok. YouTube. D'accord, t'as une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui est naissante pour l'instant, Blackstone Boxing Club, et on a mis les combats du championnat amateur sur la chaîne. Ok, ok. Bah, je pense que tu m'avais envoyé sur Instagram, mais tu vas tout me renvoyer, comme ça je vais mettre tous les Vas-y, liens.
Avec plaisir. Et comme ça, les gens pourront soutenir déjà, aller voir, soutenir, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ah oui, je voulais te demander par rapport un peu au KT, les gabarits sont comment au Togo? On est plutôt fin, tu vois. On est plutôt fin au Togo. Euh, 60, 55, 56, 50 kilos. Des poids, Ok. des poids coques jusqu'au Jusqu'au léger, super léger, quoi. léger. Ouais. Ouais. Pas coq jusqu'au Et léger. Ok. ouais, la majorité des combattants, surtout qu'en plus, nous, comme on est jeunes, c'est les équipes espoirs. Généralement, t'es pas trop lourd à ce moment-là dans ta carrière, tu vois. Hmm. Est-ce que les boxeurs, tu sais, alors en France, les stars, c'est les Américains, ils sont Mhm. beaucoup en référence. Quoique en France, on s'intéresse quand même à un peu tous les pays. Hein. On peut avoir, il y a des gens qui vont adorer les Japonais, les Russes, enfin les Mexicains. Voilà, on trouve un peu de tout en France comme référence. Mhm. Est-ce qu'au Mhm. Togo, parce que tu parlais des boxeurs locaux, donc ça doit être quand même les stars du coin, est-ce qu'ils Mhm. s'intéressent aussi à des boxeurs un peu plus internationaux? Ouais, tu t'intéresses à tout le monde. Ça veut dire tu vas parler Mayweather, Pacquiao, Holyfield, Tyson. Tu vas parler de tout le monde. Tu D'accord. vas parler des Chavez, des Mexicains, de tout le monde. Ouais. C'est Quelle est vraiment l'image de encore, tu Mohamed vois, Ali là-bas? l'image de Mohamed Ali là-bas, c'est la légende. Hein. Tu vois, Comme partout. c'est le. Mais ouais, il y a lui qui est au-dessus de tout, et après il y a tous les autres boxeurs, tu vois, qui sont dans un classement. Mais un magnifique être humain, Mohamed Ali. Me permettre, en fait, je l'ai glissé parce que ça me fait une petite transition. Parce que tout à l'heure, il y a Malik qui a lancé un sujet. Je pense Mhm. on va en parler un petit peu. Et après, peut-être je me dis pourquoi pas faire une suite parce que ça sert à rien de faire un truc Mhm. forcément trop long et peut-être qu'on aura des questions un peu plus précises. Ça pourrait être intéressant de faire un épisode 2 où on répond aux questions Grave. qui vont émerger chez les gens. Mais là, il y a Malik et j'aimerais bien peut-être qu'on aille sur ce sujet-là. Il nous dit donc, qu'est-ce que tu penses des combattants africains de plus, qui deviennent de plus en champions du monde UFC? Je sais pas lire ou c'est lui qui Mhm, a pas très mhm. bien formulé. Qui deviennent de plus Donc il en parle plus de nombreux. Ngannou, ouais, Ngannou, Kamaru Usman, Adesanya, Ousmane, Adesanya. Ouais. et d'un UFC en Afrique. Alors, c'est intéressant, je sais pas si tu as suivi, il y a Ngannou qui a été interrogé là-dessus. Il a Mhm, répondu dans une interview. Moi, je suis assez fan. J'aime pas ce mot fan, mais je suis très inspiré par les interviews d'Ngannou. Je trouve que c'est mhm, un homme mhm, qui a une sagesse et une force une mhm. détermination exceptionnelle. Tu m'étonnes. Enfin, c'est quand Son même le histoire, elle est seul, incroyable. quand il est interviewé, il reprend le journaliste, il reprend la question et il la reformule pour dire ce qu'il veut. Non, il est impressionnant. Mhm, Moi, j'adore ce type. Et donc, c'est vrai qu'on commençait à parler de ça parce qu'on a commencé à faire UFC Paris. Alors bon, moi, très égoïstement, déjà, j'ai envie qu'on fasse des choses en France parce qu'il y a tellement pas mhm, grand-chose avant de mhm, parler des autres continents. Et donc, on a commencé à parler d'UFC Afrique parce que forcément, il y a eu des champions, comme il l'a très bien cité, qui représentent leur pays, qui portent fièrement leurs couleurs. Donc, c'est pas des gars, c'est pas des Afro-Américains. Ça, c'est ce qui fait toute la différence. C'est des Africains mhm, qui brillent dans mhm, l'UFC. Et donc, mhm, l'UFC, parce que l'UFC, on n'est pas bête, hein, c'est du marketing. Donc, mhm. s'ils ont un marché à aller chercher, ils vont aller le chercher. Ils Et sont donc, forts pour le forcément, ça me fait business. penser à, hein, ouais, ils sont très, très, très forts. Et donc, Mhm, forcément, ça fait penser à Mohamed Ali qui est venu chercher, reprendre le titre à Foreman. Donc, c'est Foreman qui défendait sa ceinture à à Kinshasa. Donc, ça, Kinshasa. c'est quand même quelque chose qui est resté dans l'histoire du sport en Le général. plus C'est un grand événement combat de l'histoire du sport. Il a eu lieu exactement, en Afrique. exactement. Mais voilà, c'est quelque chose qui est resté marquant dans la culture du sport. Et ça Mhm, s'est passé en Afrique. Donc il y a toute une histoire autour de ça. Voilà, le plus beau documentaire qui existe, sûrement, c'est celui qui retrace cette histoire. Bref, on mhm. va pas parler de ça parce que je pourrais en parler pendant des heures. Mais Jamais. alors, je vais te lancer un peu sur ce sujet-là. J'en profite pendant que je tiens la parole. Moi, je trouve ça bien, tu vois, qu'on aille faire des événements en Afrique. Voilà, ça, c'est bien, il en faut. Mais c'est vrai que ce qui me dérange toujours un peu, c'est quand même l'événement UFC américain qui vient un peu pour se faire briller en Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce qu'il y a. Mais Comme à Paris, hein, aujourd'hui, comme à Paris. c'est un monde comme ça, tu vois. Le monde, on dit, il est connecté, il est interdépendant. Une fois, ça va être un Américain qui va venir en Afrique. Demain, ça va être un Européen qui va faire son truc en Asie, tu vois. Et ainsi de suite. Hmm. Moi, je Mais suis du déjà coup, très Ngannou, content. Ouais, très content, juste très fini, après je te heureux. laisse la parole. Je te Dis-moi. laisse la parole. Je termine juste sur Ngannou qui a répondu à ça en disant ouais, c'est très bien,
mais on peut aussi faire quelque chose en Afrique, faire un événement et ça serait tout aussi bien. On est capable de faire des choses sans que ce soit forcément l'UFC. Alors lui, faut pas oublier qu'il était en bataille contre l'UFC au moment où il tient ses propos. Il est toujours en bataille contre l'UFC. Donc forcément, il y a toujours une double lecture quand on entend quelqu'un parler, évidemment. Mais je trouvais que c'était quand même pertinent ce qu'il disait. C'est pertinent. Vas-y, maintenant je te laisse rebondir sur ça. Bah, déjà, un gros événement comme ça au Togo, par exemple. Ouais. Lui, Ngannou, il a créé son école, je sais pas, c'est de jiu-jitsu ou de judo ou de MMA complet au Cameroun. Et il y a un petit docu de 20 minutes sur YouTube que vous pouvez trouver, qui est super aussi. Et comme tu as dit, c'est un mec, il a beaucoup de respect, il est très intelligent et il a une confiance en sa vision des choses qui est super. Un événement comme ça au Togo, on y est direct, tu vois. Demain matin, on y va sans problème, avec grand plaisir. Et nous, on a un peu un rêve d'organiser un championnat amateur Blackstone au Togo, parce que pour l'instant, on n'a fait que des galas. Mais un gros championnat qui réunirait notamment les meilleurs espoirs de tout le pays, une nouvelle fois, plus des invitations d'autres pays. C'est juste un peu de patience et encore un peu plus de travail pour avoir les financements pour pouvoir le faire. Mais là, ça serait magnifique. Tu peux organiser des événements sportifs et des événements en sport de combat. Incroyable. Incroyable. Tu vois un concert, je sais pas si tu vois un peu comment ça se passe, un concert en Afrique, genre si tu regardes un concert de petits pays au Cameroun, par exemple, qui est genre la star nationale, c'est la folie totale. C'est pire que Michael Jackson presque. Donc des combats de boxe, ça aura le même effet. Ça aura le même effet. Ouais, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus et je pense qu'il serait temps parce que ça commence à faire longtemps, Kinshasa. Ça va venir, ça va venir. Mais ce que nous avait, tu vois, ce qui est important aussi, c'est tu sens le développement de certaines infrastructures en Afrique qui conduisent tous ces boxeurs et tous ces combattants à devenir de plus en plus performants. Ça veut dire, un combattant africain, on considère qu'il a la force pure, tu vois, que de par sa vie, il travaille au champ, il y a beaucoup de travaux manuels, il y a le climat, il y a tout ça, ça constitue un bagage physique très important, comme un Européen en 1900 qui travaillait dans les champs, en gros, tu vois. Mais par exemple, sur la partie nutritive, il y a des grandes carences. Et on dit souvent que, par exemple, en boxe olympique, il vaut mieux pas tomber sur un boxeur africain dans les 2-3 premiers combats parce qu'il a la pleine patate et il va être très dur à gérer. Mais que si tu le rencontres à partir des huitièmes, des quarts, de par l'alimentation, son niveau d'énergie il va doucement baisser, tu vois. Et c'est pour ça que on considère qu'il y a une perte de performance à ce moment-là par rapport aux boxeurs européens qui, eux, sont dans l'élite de chaque détail, tu vois. Et ben ça, c'est en train de s'améliorer. Et on le voit. On voit que les mecs, ils commencent à, OK, c'est quoi la diététique? C'est quoi la suite? Comment je fais pour améliorer chaque détail de mon entraînement? Et ça va créer de plus en plus de champions du monde qui viennent du continent, c'est sûr. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Bon, écoute, franchement, c'était hyper intéressant. Moi, je me suis régalé à t'écouter. Je pense qu'à mon avis, on peut avoir des questions qui vont peut-être permettre de développer un peu plus certains points où les gens vont peut-être avoir envie d'en savoir plus parce que, bon, là, voilà, on t'écoute et il y a forcément des choses où peut-être que, voilà, certaines personnes vont se dire, bon, ben, qui nous en racontent un peu plus. Normal, c'est un projet vaste. Ça fait 13 ans que j'y suis, donc effectivement, même moi, pour organiser tout, pour parler que des choses les plus fondamentales, je veux bien une deuxième discussion, tu vois. Tiens, pour clôturer cette discussion-là, est-ce que tu pourrais nous donner quelques projets qui auront lieu dans les mois à venir, tu vois, là, les prochains projets sur lesquels vous travaillez? Voilà. Je vais venir vite fait sur la structure de Black. Ça a coupé. Des deux côtés. Et attends, qui est tu peux financé. reprendre ta phrase, ça a coupé. Oh, je te retrouve là. Tu as dit de revenir sur la structure de Black et ça a coupé. Voilà, Blackstone, c'est une association française et togolaise qui est financée à 90% par la vente de photographies. Ça veut dire tout est autonome. C'est l'argent qui est récolté dans les expos, dans la vente des photos dans la rue. Et maintenant, on a des parrains et marraines qui nous permettent à chaque fois d'évoluer et de développer de plus en plus de projets. Et en gros, on a 3 axes de travail principaux. Donc, on a le projet sportif qui aujourd'hui, de 2022 à 2024, ça va être constituer l'équipe espoir olympique
pour aller aux Jeux Olympiques de Paris. Il y a le projet artistique qui est, au travers des workshops, on a aujourd'hui 18 jeunes photographes qui produisent 80% des nouvelles photos du projet. Et eux, on veut les accompagner dans leur développement de carrière. Ça veut dire aussi bien pouvoir leur offrir un équipement en appareil photo que pouvoir financer leurs expositions et leur trouver des salles d'expo à Paris, en Europe, en Allemagne, un peu partout comme on le fait depuis 12 ans. Et on a le projet scolaire. Depuis 2017, on a ouvert un programme de bourse scolaire qui nous a permis, depuis 2017, cette année, on a passé les 150 élèves scolarisés, où on paye, on arrive à financer le matériel, l'inscription à l'école, la tenue de sport, les différents frais qu'il y a en septembre au moment de la rentrée. Donc là, on a en gros 40 élèves annuels qui sont dans le programme de bourse scolaire, et nous, on va monter à 100 élèves scolarisés par an. Voilà, ça c'est l'objectif. Et l'objectif qu'on aime bien annoncer, c'est, on dit qu'à la fin de sa vie, Bob Marley, il arrivait à nourrir 3000 bouches grâce à sa musique par jour. Et ben voilà, si on devait fixer un objectif un peu ultime, ce serait de créer un maximum de richesse au profit de la jeunesse togolaise pour pouvoir continuer à agir dans ces 3 domaines, sport, art et éducation. Et Rock, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Sur Instagram, où est-ce qu'on peut suivre tout ça? Instagram, Facebook, Blackstone Boxing Club. Le site, il est en rénovation, donc laissez-nous 2-3 semaines, mais voilà, Insta, Facebook, il y a toutes les infos. Si vous nous écrivez, on répond. Et si vous voulez soutenir le projet, tout est expliqué sur les pages des réseaux sociaux. Et là, tu retournes quand, toi? Mars. Là, je suis à Munich pour 3 mois. On fait un camp d'entraînement d'hiver. Okay. Ensuite, je suis à Paris pendant 3 semaines pour faire prof de photo pour généralement des enfants avec la mairie. Et après, ça décolle. Ça décolle, je pense, 4, 5, 6 mois. Ouais. Camp d'entraînement d'hiver, tu vas encore plus dans le nord. C'est ça, hein. Quitte à ce que ce soit l'hiver et pour se réchauffer, tu vois, là, les premières neiges vont pas tarder. Donc c'est super. Mais on y reviendra sûrement dans le deuxième épisode, mais la boxe en Allemagne, c'est un petit peu plus actif aussi qu'en France à certains niveaux. Ah bah oui, donc, il y a beaucoup de Français cool. Qui vont prendre des promoteurs allemands. Là, on a le cas de Mourad Aliev. Mourad Aliev, le dernier poids lourd olympien, il a signé avec un promoteur allemand. Donc, et ça se faisait beaucoup. Alors, il y avait beaucoup d'activités, enfin, surtout beaucoup plus médiatisées à l'époque des Klitschko, parce que les Klitschko ont fait une grosse partie de leur carrière en Allemagne. Bon, après, là, on repart sur un autre. Mais vas-y, ce sera pour le prochain épisode. T'as dit quoi juste avant? J'ai dit, ils ont structuré la boxe en Allemagne pendant toute une période, les Klitschko, ouais. D'accord, j'ai compris, ils ont tué la boxe. Non, t'as eu un lapsus auditif. Non, moi, je comprends toutes les critiques qui ont été faites sur eux, mais en tout cas, en termes d'infrastructure, d'organisation de combat, de tout, ils ont fait des sacrés trucs quand même. Non, et puis en Allemagne, ils remplissaient des salles, c'était la folie. Bon, après, bref, ouais. On part sur complètement autre chose là. Vas-y, en tout cas, là pour l'instant, je suis dans le début de l'hiver à Munich, et après, ça fait Paris-Lomé. Ok. Bah écoute, merci Rox à toi pour ton temps que tu nous as accordé, pour cette très très belle histoire, et on espère que ça va durer encore très longtemps. Et 20 ans, 20 ans, facile. Ouais. Moi j'aimerais bien venir. Hein, quand tu vas venir, moi je suis sûr que tu vas venir, et quand tu vas venir, ça va être génial. Tu vois, on va s'éclater. Ah, avec plaisir. Faut que je me remette à mon poids de forme, comme ça je pourrais monter un peu sur le ring. T'inquiète, on va faire 1 mois d'entraînement sur la plage à 5h du mat. Ton poids de forme, il va être là en 2 semaines. Allez, avec plaisir. Merci à vous d'avoir écouté, merci aux membres pour toutes les questions que vous avez posées, et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube, n'hésitez pas à rejoindre le projet Blackstone, c'est-à-dire d'aller sur Instagram, sur Facebook, de faire grimper la page YouTube. C'est important, c'est aussi comme ça que ça permet d'amener, pourquoi pas, des sponsors, tout ça, ça aide beaucoup, voilà, d'avoir de la visibilité, d'avoir plus de contacts, c'est important aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui on est tous connectés. Voilà, là, Rox il nous parle, il est en Allemagne, on parle d'un projet au Togo, on est ici en France, non, c'est incroyable. Tu sais que après le combat de Tony Oka, le nombre de Congolais qui suivent la page YouTube, ça a grimpé, a explosé, magnifique. C'est incroyable. Non, ça c'est la magie de YouTube, c'est incroyable, c'est magnifique. Donc merci à tous d'être là, de nous écouter. Merci à toi de faire des projets comme ça, parce que c'est ce qui me redonne envie de me battre et de faire des vidéos, de parler boxe. Voilà, c'est avec ce genre de projet que ça me stimule beaucoup. Donc c'est génial. Merci beaucoup. Au Togo on dit Akpelo, merci beaucoup. Et oui, c'est ça, c'est de la force. Akpelo, ouais. Akpe ça veut dire merci, Akpelo c'est merci beaucoup.
Et ACPME. c'est de la force tous les jours, ouais. Les projets comme ça, les projets sportifs, la boxe, c'est de la force tous les jours. Merci à toi. Je vous dis à la prochaine. Fighting!